d'avoir fait l'effort de lire ce document un peu rébarbatif. C'était intéressant et original. Oui, et de bien vouloir m'apporter la contradiction avisée sur ce que tu as lu. Donc voilà, mais je te laisse la parole pour les premières questions. Alors, la première question, c'est plus général, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce programme pour une société de la précroissance? Alors, c'est le fruit d'un travail collaboratif réparti sur 2 ans. Nous avons commencé notre travail d'analyse début 2004, à raison d'une réunion par semaine, soit physique à Paris, soit virtuelle par Skype. Le groupe a été réuni sur l'idée simplement générale d'écrire une nouvelle constitution. Et petit à petit, donc des principes directeurs se sont affirmés et nous avons d'ailleurs compilé les comptes rendus de toutes les réunions dans un document beaucoup plus important que celui que tu as lu. Et la synthèse de toutes ces réunions a abouti à la rédaction de ce document qui comprend à la fois un projet de constitution, mais également un projet de réécriture des principaux codes juridiques. Puisque on parle beaucoup de réécrire une constitution, mais il ne faut pas oublier que la constitution c'est une chose, mais ce qui nous guide dans nos actions quotidiennes, c'est le corpus législatif. Donc il faut réécrire la constitution, oui, mais il faut aussi réécrire la loi. C'est ce que nous avons fait. Et donc quel est le but de ce travail? Le but de ce travail, c'est de le proposer aux Français. Bien entendu, nous n'avons pas accès aux médias de l'oligarchie régnante. Et la difficulté, c'est de nous faire entendre, tout au moins de faire savoir que notre travail existe. C'est la raison pour laquelle nous avons en projet de nous présenter à l'élection présidentielle. Le candidat du mouvement n'est pas encore désigné, mais nous disons souvent que le candidat c'est le programme. De nous présenter donc à l'élection présidentielle, la première étape étant d'obtenir les 500 signatures de parrainage pour pouvoir ensuite avoir accès à cette tribune qu'est la campagne présidentielle. Nous n'avons bien entendu pas l'espoir d'être élus, mais nous avons l'espoir d'obtenir les 500 signatures, de pouvoir être présent dans la campagne, de présenter ce programme au peuple français et que le débat puisse ensuite s'engager dans les années qui vont suivre 2017 pourquoi pas, arriver en 2022 avec une assise, disons, d'adhésion populaire beaucoup plus importante. Qu'on fasse une présentation générale de la philosophie de cette, qu'on comprenne un petit peu dans quel univers on se déplace, quelle est la philosophie générale de cette nouvelle constitution. Parce que là, avant d'entrer dans les détails, vraiment, après, on va peut-être se perdre dans les détails, mais déjà qu'on comprenne les grandes lignes en 2 minutes, quoi. Alors, je dirais qu'il n'y a pas une philosophie générale, il y a 13 ruptures qui sont toutes issues d'une analyse défectologique de l'organisation sociopolitique actuelle. Bon, je ne vais pas lister ces 13 ruptures, ce serait peut-être un peu fastidieux. Je vais simplement citer les principales. Il y a une rupture concernant le domaine d'application de la loi, on vient d'en parler. Il y a une rupture, sans doute la plus importante, qui concerne ce que nous appelons la démocratie directe, c'est-à-dire la façon de faire la loi, d'élaborer, de discuter, d'amender et finalement de voter la loi. Nous retirons à l'État, nous délestons l'État de son pouvoir législatif. Ce pouvoir de faire les lois, de les élaborer, de les imaginer, est dévolu uniquement au peuple. Il y a ensuite une rupture importante qui concerne la création monétaire. La création monétaire aujourd'hui
sans faire un cours exhaustif sur le schéma, le dispositif de la création monétaire, est réalisé par les banques en créant de la dette, et cette création monétaire se fait donc de façon ex nihilo par un simple jeu d'écriture. Nous voulons revenir à la véritable essence de la monnaie, c'est-à-dire un outil d'échange entre des biens. Donc le système de création monétaire par les banques est aboli, nous disons aboli, mais en fait nous utilisons un dispositif qui n'est pas coercitif, on y reviendra peut-être. Ce qu'il faut retenir, c'est que la création monétaire se fait uniquement par une banque centrale et en contrepartie d'un stock de métaux précieux. Cette création monétaire coexistant avec un dispositif inspiré de la banque d'échange de Proudhon, la banque éphémère d'échange de Proudhon de 1848, qui consiste à tenir une comptabilité des échanges entre les individus sans qu'il y ait échange d'argent. Alors, parallèlement à cette rupture concernant la création monétaire, il y a également un corollaire, c'est la non-reconnaissance. Alors nous préférons dire non-reconnaissance plutôt qu'interdiction, la non-reconnaissance par l'État de l'intérêt du prêt d'argent producteur d'intérêt. Ce qui veut dire que pour nous, la monnaie est uniquement un moyen facilitateur lorsque deux individus échangent entre eux, et ne doit pas générer un intérêt, c'est-à-dire que la vente de monnaie contre une somme plus importante est abolie, de fait, puisqu'elle n'est pas reconnue par l'État. Il faut d'ailleurs remarquer que cette marchandisation de la monnaie est actuellement légalisée dans le corpus législatif, curieusement dans le Code civil, par un article qui confère, un article 1895, qui confère à la monnaie une valeur de marchandise. Pour nous, la monnaie n'est pas une marchandise, donc elle ne peut pas être traitée comme une marchandise. Il y a ensuite une rupture extrêmement importante également, qui concerne la propriété privée du sol. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit uniquement du sol, qu'il ne s'agit pas des constructions. Nous considérons que le sol national doit être un bien commun. Alors, la notion de bien commun est assez à la mode en ce moment. On y met dedans un certain nombre de choses. Pour nous, nous y mettons le sens littéral, c'est-à-dire que le sol national doit être propriété collective. Et nous avons pour cela imaginé un dispositif que nous appelons le dispositif du tantième. On retrouve ce calcul du tantième notamment dans les copropriétés. Chaque citoyen possède une partie du territoire de façon virtuelle égale à la superficie totale du territoire divisée par le nombre de citoyens par année. Donc le tantième est revu chaque année. C'est une propriété virtuelle qui génère un revenu dans la mesure où la personne utilise plus ou moins que son tantième. De ce fait, la collectivisation du sol national a un effet à la fois, disons, égalitaire, mais a un effet également générateur de revenus, puisque ceux qui n'utilisent pas leur tantième percevront le loyer du preneur de ce tantième, du locataire. Donc voilà les principales ruptures. Alors il y en a également une autre, très importante aussi, qui concerne la redéfinition des attributions de l'État.
Je viens de dire que l'État serait délesté de son pouvoir législatif. Que lui reste-t-il? L'exécutif. L'exécutif, c'est d'une part les fonctions régaliennes, qui sont déjà assumées aujourd'hui par l'État et qui le seront dans notre configuration, la police, la justice, l'armée, mais également les transports urbains, la médecine, l'éducation, les services funéraires, la fourniture d'un quota d'énergie la fourniture d'énergie domestique dans la limite d'un certain quota. Donc nous avons une extension considérable du secteur de la gratuité. Tous ces services gratuits de l'État, c'est-à-dire les fonctions régaliennes déjà existantes, plus celles que nous ajoutons, sont financés non plus par l'impôt, et là c'est également une rupture très importante, mais sont financés par un secteur public marchand, c'est-à-dire que l'État se verra confier un certain nombre de grands secteurs de l'activité économique, ces secteurs étant des secteurs à forte empreinte écologique, c'est-à-dire gros consommateurs de ressources naturelles, qui sont globalement l'énergie, la sidérurgie, la construction navale, la construction aéronautique, la construction automobile, la pétrochimie. Donc ces secteurs seront gérés par l'État et les services, les produits issus de ces secteurs seront proposés au public sous forme payante et avec les marges de ces produits, cela constituera le budget du secteur public gratuit. Là, si je ne me trompe, on va utiliser beaucoup dans ce système-là, beaucoup le vote par Internet, c'est ça aussi? Non, pas par Internet, non, faut se déplacer. Donc le vote, les Agora, il y aura 500 places, 500 pupitres, 500 publics connectés. Donc c'est des Agora, donc c'est des 3500 personnes qui se... Enfin, quand les gens prennent une 500 décision... pupitres. Oui, mais quand les gens prennent une décision, on va prendre une décision, je sais pas, imaginons que ce soit sur est-ce qu'on crée ou pas un TGV, voilà, par exemple. Enfin, Non, je prends un exemple concret. une mesure à voter. Une mesure à voter. Donc tous les citoyens, donc les 30 millions de citoyens se réunissent chacun dans leur... Viennent à l'Agora, ceux qui veulent. Donc des Agora de 500. Les Agora, oui, ils viennent... ils ont chacun leur pupitre. Hein, et il y a 7 sessions, ils viennent à leur session, ils votent. Donc en fait, c'est l'ensemble des 30 000 citoyens français sont regroupés par petits groupes de 500 et chacun vote pour est-ce que oui ou non on veut ils vont voter pour la création ou non d'un ce qui est à l'ordre du jour. Existant, par exemple, je disais, le fait de créer ou pas. Non, mais oui. Par exemple, pour ou contre le nucléaire, par exemple, pour un sujet un peu plus. Quel que soit, oui. Voilà. Donc du coup, ils votent tous là-dessus. Et donc, ça suppose qu'ils se déplacent à chaque fois pour voter. Oui. Voilà. Et donc, quand c'est des grandes lois comme le nucléaire, ça va. Mais quand commence à y avoir beaucoup plus petites lois, ils vont plus venir forcément se déplacer. Là encore, on est dans la prospective. Parce qu'on part... Tu pars de deux suppositions qui sont des pures suppositions. C'est une supposition qu'on va continuer à légiférer de jour et nuit pour tout et n'importe quoi. Or, sans faire de pronostic là-dessus, tu vois bien qu'on a un dispositif qui est radicalement différent, avec très peu finalement de possibilités de légiférer, dans la mesure où soit ça relève d'un règlement intérieur, à ce moment-là, ça ne sera pas pris de cette façon-là, ça peut être pris dans les agoras, mais de façon locale, parce que la loi générale, il faudrait trouver des exemples. En fait, étant donné qu'on a les lois d'interdiction sont assez limitées, puisqu'elles ne peuvent concerner que... Bon, donc, déjà, on a limité considérablement le champ possible de la loi. D'autre part, on a une liberté d'action qui fait qu'il n'y a plus de lobby catégoriel qui peut imposer des dispositifs réglementaires spécifiques. Donc il y a au moins 80% des lois actuelles, disons des motifs de loi actuelles qui s'écroulent,
Il faut bien voir qu'on n'est plus dans une société qui a besoin de faire des lois pour Il y aura exister. toujours ce qu'on appelle les intérêts, il y a toujours des intérêts des agriculteurs, des écologistes, des paysagistes, des sportifs, qui chacun voudra, même si pour des nobles raisons, voudra aménager les règles. Mais donne des exemples, et tu t'apercevras qu'il y a assez peu d'exemples d'interdictions qui sont recevables. Non, mais après, recevable, ça se discute. Chacun veut Non, mais créer recevable une loi. au niveau constitutionnel. Tandis qu'on ne peut créer de loi, et d'ailleurs c'est ce que dit la déclaration des droits, on peut créer de loi, mais là on parle un peu dans l'abstrait, il faudrait trouver des exemples concrets. Mais continuons à parler dans l'abstrait. Non, mais je peux prendre un exemple concret. Oui. Je sais pas, moi, Allons-y. celui concrètement que je suis en ce moment, c'est les clubs de kayak, donc de sport, je parlais des sportifs. Il y a un conflit là il y a une microcentrale qui s'est créée. Et donc, du coup, il y a 3 types d'intérêts différents. Il y a les écolos qui peuvent avoir intérêt aussi, il y a le propriétaire de la microcentrale et puis les sportifs. Microcentrale de... C'est une microcentrale qui est créée à Besançon. Mais de centrale de quoi ? Électrique. Oui, Qui fonctionne donc avec de l'eau de la rivière. Et donc chacun a sa vision de comment on doit réglementer, légiférer en l'occurrence les débits d'eau, etc. Et donc ça c'est bon là on pourrait considérer qu'il n'y aurait plus le propriétaire, mais il y aurait à la place une coopérative, mais il y aurait quand même du coup toujours au moins 3 ou 4 groupements d'intérêt qui sont là, et donc du coup il y aura toujours des lois qui vont se faire... La réponse est extrêmement claire. Tout devient... Bon, on vit dans une société très compliquée, parce que chaque lobby catégoriel a posé un certain nombre de conditions. Bon. Nous, on va dans une société qui est beaucoup plus simple. Je prends ton exemple. On est dans le domaine public naturel, un cours d'eau. Il y a le service public de l'énergie qui décide de construire une centrale. Bon. Il construit sa centrale. Est-ce qu'il crée une nuisance objectivement mesurable? Oui ou non? S'il ne crée pas de... c'est oui. Objectivement mesurable. Oui. Bon. S'il crée une nuisance objectivement mesurable, bon, eh bien, il n'aura pas le droit de le faire. Alors, il aura pas le droit de le faire même en amont, puisque là, on est dans une initiative de l'État, et que l'État ne peut pas contrevenir. C'est l'exécutif. Oui, après, c'était le débat tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est objectivement mesurable. C'est peut-être pas objectivement mesurable en l'occurrence pour l'État parce que ça ne dérange pas, mais ça dérange en l'occurrence la pratique des kayakistes qui pratiquaient ici depuis 20 ans par exemple. Objectivement mesurable, hein, pour autrui, évidemment, pas pour celui qui... Oui, mais en l'occurrence là c'est pour les clubs de kayak de la région qui naviguaient ici depuis des années et qui ne peuvent plus naviguer. Donc là, c'est objectivement mesurable pour eux. Alors évidemment, d'un point de vue écologique, on pourrait dire que... Attends. Ils ne peuvent plus naviguer, pourquoi? Parce que l'eau est coupée. En fait, l'eau descendait dans la rivière et maintenant, elle passe par une microcentrale. D'accord, donc on enlève l'eau. Bon, mais là c'est le règlement de l'espace public naturel. C'est un cas type de gestion de l'espace public naturel. Ça va dépendre, encore une fois, nous n'avons pas tout écrit. Bon, mais nous avons écrit les règles pour écrire. Et il conviendra au service de l'espace, au service donc de l'énergie, d'écrire un règlement intérieur pour ce qui est de l'utilisation des... Voilà. Bon, et ça, ce sera dans le programme, de l'équipe dirigeante lorsqu'elle aura été élue. Bon, les gens sauront pertinemment que maintenant, soit le secteur public de l'énergie peut construire une microcentrale où il veut et couper l'eau et arrêter un tronçon de rivière, soit il faut qu'il demande aux accords. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une loi et qu'elle soit respectée. Aujourd'hui, il n'y a pas... Le problème, c'est qu'il y a, malgré ces 140 000 lois, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'à un certain moment, il y ait un groupe de pression qui dise « Oh, nous, on a envie de faire du kayak, voilà, ça nous gêne, on va qu'il y ait de l'eau. » Il n'y a pas de principe. Non, mais disons que je crois que tu es un peu excessif quand même, mais le principe, c'est, si on prend l'exemple de ça, en fait, c'est au moment où il faut c'est l'espace naturel. Quand il y a une loi qui a été prise en compte, soit elle peut être régie par la loi générale, soit elle ne le peut pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
enfin, en l'occurrence dans le système tel que tu l'imaginerais, ça serait ou les agoras qui auraient à prendre leurs décisions, donc ou au niveau national, ou au niveau local, ou au niveau d'une ville ou d'une commune. Donc ça c'est possible, on peut demander à une agora de légiférer par rapport à ça. Donc ça peut être ça la solution. En tout cas, il faut que l'agora pris en compte soit concernée, disons. Oui, alors il y a deux choses. Il y a effectivement le mode de décision, c'est-à-dire qui va décider, le règlement intérieur, comment est-ce qu'on a aménagé le fleuve, est-ce que c'est décidé en haut, est-ce que les agoras locales. Bon, c'est le mode de décision. Et puis il y a surtout les principes. Qu'est-ce qu'il y a comme principe? Bon. Et la faille principale, au niveau je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, au niveau de la façon de faire la loi actuellement, c'est qu'il n'y a pas de principe. Il n'y a aucun principe dans la Constitution de 58, si ce n'est que il suffit que les députés votent quelque chose et c'est adopté. Mais la loi n'est pas, il n'y a pas un paradigme. Moi j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une bonne chose, ça laisse beaucoup de liberté pour prendre la loi, ça évite de se battre sur des querelles byzantines. Il y a liberté, égalité, fraternité, c'est ça les grands principes. Mais ça, non, mais ça c'est pas des principes, ils ne sont pas définis. Liberté, égalité, nous on les définit. On dit ce que c'est que la liberté, on dit ce que c'est que l'égalité. Mais un principe, c'est les 13 principes que nous édictons. Voilà. Bon, ça c'est des principes. Un principe, c'est quelque chose, disons, de rationnel qui implique qu'on peut faire certaines choses et qu'on peut en déduire certaines conséquences et pas d'autres. C'est vrai que, et là, ça c'est un point de clivage important, c'est vrai qu'on est dans un système qui est un système principiel. C'est très très nouveau, je ne dis pas historiquement, on va en trouver, mais c'est exactement le contraire de tout ce qui est fait depuis 3 siècles. Depuis 3 siècles, dans la Constitution, il n'y a rien, si ce n'est que le mode d'emploi de la cuisine interne, de comment marchent les élections. Bon, nous, on met des principes. Bon. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on aurait très bien pu se limiter à l'énoncer 13 principes. Bon. Il y a quelques principes, mais enfin moi je prends plutôt disons, par de principe justement que comme c'est un système démocratique, il vaut mieux éviter trop de principes pour laisser le maximum de liberté. Et par exemple, dans la Constitution française, ils ont donné, parmi les principes, il y en a un qui est assez principe, justement c'est le principe de propriété. Ça c'est un principe à mon avis qui, de propriété, après c'est assez vague, propriété, est-ce que les privés, priver les moyens de production, etc. Le droit à la propriété, bon après ça reste à définir, mais ça c'est un principe. Non, il n'y a aucun principe dans la Constitution de 58. Parce qu'un principe, il ne s'agit pas d'affirmer un principe en disant, non mais ça n'est pas intéressant de débattre sur les principes. C'est une idée fausse que de croire qu'il y a des principes dans la Constitution de 58. Il n'y en a aucun. C'est pas parce qu'on dit liberté, égalité, fraternité, et puis que... D'ailleurs, le mot propriété, on va le trouver qu'une fois ou deux. Il est plutôt affirmé dans la Déclaration des droits de l'homme, où, je crois que c'est même dans l'article 1, on dit que les droits, et voilà, c'est ça, les droits les plus fondamentaux de l'être humain, c'est la propriété, le droit à la sûreté, etc. Bon. Donc, mais ça encore, c'est pas parce qu'on dit propriété que c'est un principe. Si on ne définit pas, si on ne dit pas ce qu'il y a dedans, ça ne sert à rien. Bon, maintenant, ce qui est effectivement recevable, ce qui est un débat, c'est de dire, comme tu viens de le dire, moi je suis plutôt pour une société où il n'y a pas trop de principes et puis on fait les lois à vue. Pourquoi pas? C'est ce qu'on a depuis 300 ans. On fait les lois à vue, il n'y a pas de principe. Il n'y a aucun principe. Il n'y a pas de loi qu'on ne puisse pas voter. Le Conseil constitutionnel, c'est un ectoplasme, c'est-à-dire qu'il ne peut... Bon, pour avoir l'impression d'exister, il va retoquer, mais il n'a pas de matière à refuser une loi. Bon, il en refuse beaucoup quand même. Hein? Il en refuse beaucoup au nom de la Constitution quand même. Non. Il en refuse un certain nombre. Non, mais là, bon, on peut rentrer dans le débat. Je dis non. C'est-à-dire que, non, mais il va retoquer certains trucs. Alors, il affirme lui aussi. Il dit c'est un anticonstitutionnel. C'est complètement arbitraire. Parce que lui, il dit c'est anticonstitutionnel. Mais il n'y a pas dans la Constitution de définition assez précise, assez rationnelle des principes pour qu'on puisse dire que c'est des principes. Nous, quand on énonce un principe, c'est vraiment quelque chose qui ensuite va s'imposer lorsqu'on va faire une loi. On va dire non, cette loi on ne peut pas la faire parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Nous, il y a un tas
Imaginons que aujourd'hui, là, on laisse libre cours à l'imagination populaire. 90% des projets de loi qui vont être déposés ne seront pas recevables parce qu'ils seront anticonstitutionnels. Donc, c'est vrai qu'on est sur une constitution qui est une constitution de nature principielle. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, nous admettons tout à fait qu'on puisse dire non, c'est pas comme ça qu'une société doit être organisée. Elle doit être organisée avec un pilotage à vue et des lois qui sont votées au fur et à mesure qu'on en a besoin. Pourquoi pas? Nous, on pense que non. Première question, c'est par rapport donc à la Constitution. Un des principes, donc c'est le 5e principe qui consiste à instaurer des espaces citoyens distincts. Et du coup, la question que je posais, c'était, bon, je peux d'ailleurs relire rapidement, c'est instaurer des espaces citoyens distincts. Un espace collectif naturel, un espace collectif optionnel et un espace individuel seront clairement délimités. Alors pourquoi justement les délimiter et pourquoi est-ce que la loi générale s'applique, on va dire, enfin pourquoi est-ce qu'il y a une séparation, en tout cas l'impression qu'il y a une séparation entre ces 3 espaces? Alors nous considérons qu'une des principales failles du système législatif, du corpus législatif actuel, c'est de ne pas donner à la loi un domaine précis. C'est-à-dire que la faute d'avoir assigné à la loi un espace dans lequel elle peut s'appliquer, la loi est donc supposée pouvoir s'appliquer de n'importe quelle façon dans n'importe quel espace. Nous pensons au contraire qu'il y a des espaces différents au sein desquels la loi doit s'appliquer de façon différente. Je prends un exemple, alors, un exemple contraire, c'est le nombre incalculable de lois actuelles qui sont a priori destinées au domaine public et qui s'appliquent dans le domaine privé. Alors, nous avons voulu remédier à cette lacune en identifiant 3 types d'espaces. L'espace collectif naturel, qui est l'espace que le citoyen est obligé d'emprunter pour ses déplacements indispensables. L'espace collectif optionnel, c'est-à-dire c'est toujours un espace collectif qui appartient à la collectivité, mais dont l'entrée est soumise à la volonté de celui qui y rentre, qui n'est pas obligé d'y entrer. Et puis l'espace privé, qui correspond à la propriété privée actuelle. Notre principe législatif fait qu'il y a une loi générale qui s'applique, qui est une loi minimale, on y reviendra sans doute plus tard, qui vise uniquement à interdire les nuisances objectivement mesurables. Donc une loi générale qui s'applique indistinctement en 3 espaces, mais dans chaque espace, le gestionnaire spécifique de l'espace a la liberté d'établir un règlement intérieur, dans la mesure où ce règlement intérieur ne contrevient pas à la loi générale, il a la liberté d'établir ce règlement intérieur de la façon dont il le souhaite. Donc c'est une rupture, c'est le principe auquel tu fais référence, qui est introduit dans le préambule de la Constitution. Tous ces principes, pour nous, sont des ruptures par rapport au système socio et politique actuel. Donc tu parles de gestionnaire, il y a un gestionnaire par espace. Oui, qui dit espace dit gestionnaire. Dans l'espace collectif naturel, le gestionnaire, ça va être l'État. Dans l'espace collectif optionnel, ça va être la collectivité locale, généralement, qui a été en charge, qui a été désignée comme étant en charge de l'espace. Et l'espace privé, c'est le gestionnaire de l'espace, le propriétaire, qui est le gestionnaire de l'espace. Je pose la question, pourquoi du coup on a différents espaces et surtout pourquoi est-ce qu'il y a un gestionnaire par espace, mais finalement ces gestionnaires par espace, il y a le gestionnaire de l'État, le gestionnaire des collectivités locales ou d'un secteur, par exemple d'un territoire ou d'une forêt. C'est déjà comme ça aujourd'hui, en réalité il y a déjà des gens qui sont déjà gestionnaires, donc finalement il n'y a pas de différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une grande différence, c'est que, je veux prendre l'exemple des ERP. Les ERP sont des établissements, recevement public, sont des établissements privés. Alors, par exemple,
tu ouvres un magasin, hein, ou une discothèque, ou un espace dans lequel, dont tu es propriétaire, dont tu es gestionnaire, et les citoyens peuvent rentrer ou pas dans cet espace pour faire un certain nombre de choses. Dans notre système à nous, la notion d'ERP, établissement recevant du public, n'existe pas. Aujourd'hui, on a créé cette appellation que nous considérons être de droit exorbitant, afin d'appliquer dans l'espace privé des lois qui sont faites pour l'espace public. Nous considérons qu'à partir du moment où nous sommes dans un espace privé, le gestionnaire de l'espace peut établir le règlement intérieur qui lui convient, puisque les individus extérieurs, les citoyens, ne sont pas obligés de rentrer dans cet espace. Ils les choisissent en tout état de cause. Ça suppose quand même que ça ne remette pas en cause, disons, les principes fondamentaux de l'espace public. Alors, nous avons une condition, c'est que ce règlement intérieur ne doit pas contrevenir à la loi générale. Nous avons une loi générale, alors, bon, il faudrait peut-être en parler d'abord, pour bien comprendre comment s'établit la pyramide de la loi, une loi générale qui est limitée à la lutte contre la nuisance. Si on lit bien la Constitution de 1958, nous ne trouvons aucune justification de la loi. C'est-à-dire qu'on parle de la loi, mais on ne sait pas qu'est-ce que la loi a le droit de faire et pourquoi, justement, pourquoi est-ce qu'on crée une loi. Il faut aller dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 pour trouver un début de justification à la loi. Non, je suis un petit peu sévère avec la déclaration pour trouver une valeur forte de justification de loi qui est la lutte contre la nuisance. Alors je crois que c'est l'article 4, enfin bon, sous réserve. La loi ne peut interdire les choses que pour lutter contre la nuisance. Bon. Alors c'est déjà un bon début, mais la Déclaration des droits de l'homme oublie de définir ce qu'est la nuisance. Et on ne trouve pas plus dans la Constitution de 58 de définition de la nuisance. Bon, nous en avons donné une. C'est-à-dire que nous avons conservé cette idée simple et qui est difficilement contestable, que la loi ne peut interdire que ce qui est nuisible à autrui, mais nous avons dit qu'est-ce que c'est que la nuisance. Et donc, alors, il y a tout un débat sur la nuisance dont on peut trouver les minutes dans notre compilation des réunions. Nous nous sommes arrêtés, nous sommes déterminés sur la notion de nuisance objectivement mesurable. Alors, on ne va peut-être pas engager un débat sur la nuisance, parce que ça nous emmène tellement, ça justifierait, à mon avis, un thème spécifique. Mais pour nous, la loi générale n'a le droit d'interdire que les nuisances objectivement mesurables. Donc, cette loi générale, j'y viens, je réponds aux questions, elle s'applique dans tous les espaces. Et donc, dans ce fameux espace privé, qui t'appartient ou qui m'appartient, dans lequel je propose une activité aux citoyens, et les citoyens viennent ou ne viennent pas, c'est leur choix, de venir ou de ne pas venir, je suis obligé de respecter, bien entendu, la loi générale. Mais, dans la mesure où le règlement intérieur que je vais établir ne contrevient pas à cette loi générale, eh bien, je peux mettre ce que je veux dans le règlement intérieur. Donc ça répond un peu à ma question. Oui, alors, autre exemple qui va paraître anodin, mais il est très très significatif. Aujourd'hui, si tu es chez toi, dans ta maison, et que tu veux faire un balcon, on va t'obliger à mettre la rambarde de ton balcon à 93 cm. Bon. Si tu fais une piscine, chez toi, on va t'obliger à entourer ta piscine à l'intérieur déjà de ta clôture d'une petite clôture. Bon. Voilà le type même d'incursion de la loi collective dans l'espace privé. Bon.
dans notre système, cette aberration, cette dérive de la loi collective n'est plus possible. Donc c'était en page 4, donc c'est toujours les grands principes, hein, tout est un peu là, après c'est repris plus loin. Ouais. La loi, alors je sais plus quel est l'article précisément, mais enfin c'est l'idée, c'est que la loi donc sera stable. Alors si j'ai bien compris, c'est surtout les grandes lois générales, en fait la Constitution en quelque sorte, pas forcément les règlements intérieurs. Il y a l'idée, hein, c'est ça que... l'article c'est que stabiliser la loi, les lois doivent être stables, aussi peu nombreuses que possible, et modifiables uniquement avec l'accord d'un grand nombre de citoyens. Et est-ce que ça c'est pas justement un peu antidémocratique, le fait qu'on puisse pas changer les choses facilement? Alors, oui, bon... D'abord, ça ne veut pas être antidémocratique que de donner le pouvoir de faire les lois au peuple. Par définition, ça ne peut pas être antidémocratique. C'est l'expression même de la démocratie. Personne d'autre que vous faites les lois. Et après, il en ressortira. Bon, on nous pose souvent la question de la légitimité, en disant, mais qu'est-ce qui est légitime? C'est vrai qu'il faut savoir donner une définition de la légitimité. Les institutions actuelles ne le font pas. La légitimité, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. D'un point de vue éthique, la légitimité, qu'est-ce que c'est? Nous, on dit, c'est le peuple. Voilà. Alors, c'est un parti pris qui est... Alors, c'est vraiment la clé de voûte de tout. Hein. On peut très bien dire, non, la légitimité, c'est une minorité éclairée. Bon, voilà, on a une autre vision. Nous, la légitimité, à partir du moment où c'est le peuple qui est ici, c'est légitime. Donc, avec ça, ça clôt, je dirais, toutes les discussions de ce genre. Mais... j'ai perdu le fil. La question c'est pas tellement est-ce que c'est légitime ou pas, c'est est-ce que le fait que la loi soit difficile à changer, oui, c'est pas du coup antidémocratique. Même si c'est fait par le peuple, mais par les agoras. S'ils ne peuvent pas la changer, c'est un blocage. Quand on dit difficile à changer, bon, là encore, bon, on est obligé d'employer les mots de la langue française, les adjectifs. Difficile à changer, ça veut dire plus difficile que maintenant. Et ça veut dire, peut-être qu'il faudra revoir effectivement quand on dit difficile à changer, parce que là on va être souvent contré là-dessus. Ça nous paraît une difficulté, d'abord ça nous paraît normal qu'il y ait une certaine difficulté à changer la loi ne puisse pas être un truc qui soit changé comme ça, et puis difficile, c'est une difficulté qui nous paraît raisonnable. Difficulté qui nous... Alors, la difficulté, c'est où est-ce qu'on met la barre, la fameuse barre des 15%. Bon. Et donc, on a sans rentrer dans le détail, je vais donner simplement les grands chiffres. Pour modifier la Constitution, il faut plus de la moitié des citoyens. Bon, on estime que la Constitution, c'est clé de voûte, elle contient les grands principes. Donc, modifier un grand principe, c'est quand même très important parce que derrière, on va pouvoir faire des lois différentes si on a modifié le grand principe. Bon, on dit que pour modifier la Constitution, il faut que plus de la moitié des citoyens, 51% des citoyens, soient d'accord. Ils viennent voter, quoi. Ils viennent voter et qui votent non, la moitié, alors justement les mots précis, la moitié des citoyens. Bon, c'est-à-dire que s'il y a, il n'y a pas de notion d'inscrit, de pas d'inscrit, hein. Bon, s'il y a 50 millions de citoyens, bon, il faut qu'il y ait 25 millions de gens qui viennent dire oui. Bon, là, on est sur des chiffres qui sont très différents des chiffres actuels. Alors, beaucoup plus ambitieux. Ah ben, ambitieux, je ne sais pas s'il faut dire ambitieux. Ils sont... on demande une majorité plus grande. Enfin, d'ailleurs, il faut être plus précis pour le coup, parce que c'est... c'est 25%, ce serait 50% des citoyens en âge de voter. Non, des citoyens. On a mis la définition du citoyen. Citoyen, il a quel âge? Eh ben, la majorité pour nous est à 16 ans. C'est ça. Okay. Voilà. Bon. Donc c'est tous les citoyens qui ont 16 ans. Voilà. Bon. Donc, on est sur des trucs plus élevés actuellement, parce qu'actuellement, pour modifier la Constitution... alors, bon, c'est difficile de comparer, parce que pour modifier la Constitution, il faut d'abord déclencher un référendum. Pour déclencher un référendum, il faut s'appeler président de la République. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris cette voie, qui, pour nous, est la seule pour essayer d'avoir...
Ensuite, pour modifier la loi, c'est 50% des votants, sous réserve que le nombre de votants soit au moins égal à 50% des citoyens. Voilà. Bon, alors on a mis ces critères qui nous paraissent équitables, qui nous paraissent justes, et qui sont plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Alors ça ne veut rien dire. Si on se base sur le référendum, c'est plus élevé que le référendum. Ensuite, la loi elle est votée, bon, on l'a vu, lorsqu'elle est votée par un fonctionnaire, là, n'en parlons pas. Et lorsqu'elle est votée par des députés, on est sur une démocratie représentative, les députés sont votés avec le scrutin majoritaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir très peu de voix, etc. Bon, c'est difficile de comparer les deux systèmes. La seule chose qu'on peut dire, c'est combien nous, on demande qu'il y ait de citoyens pour changer la loi. Ça ne nous paraît pas exorbitant, ça nous paraît raisonnable. Ça va discuter aussi. Oui. Toujours dans la question de la démocratie, ce que j'ai trouvé très intéressant, à mon avis, c'est des innovations, enfin de mon point de vue, après c'est très subjectif, majeur de ce principe, c'est le fait qu'on développe finalement ce que j'appellerais la démocratie directe et participative, c'est-à-dire qu'à la fois on utilise beaucoup plus la démocratie directe, donc on fait voter l'ensemble des citoyens, mais que c'est les citoyens qui la formulent. Parce qu'aujourd'hui on a l'un ou l'autre, ou une démocratie directe, mais c'est l'État qui décide, donc il fait un peu ce qu'il a envie pendant la formulation, ou une démocratie participative, mais du coup les citoyens ne décident pas. Donc là voilà. En fait c'est un peu la généralisation, j'imagine, de ce qui se fait d'ailleurs en Suisse, ou ce qui aurait pu se faire en France si ça n'avait pas été tronqué, des référendums d'initiative populaire, mais à long terme. Donc ça c'est très intéressant. Tu veux dire des choses dessus ou... Non. Ouais. Ça me paraît être vraiment le plus intéressant, le plus novateur, et il faudrait vraiment que ça se développe. D'autant que c'est pas si révolutionnaire que ça finalement, puisque ça existe en Suisse. Et bon, il faut regarder concrètement comment ça se met en œuvre, mais ça manque vraiment à la France. Vraiment. Et en plus ils sont une fédération, donc voilà. Oui, donc la question par contre, c'était pour mettre en œuvre ces décisions par référendum, vous avez donc décidé de créer des agoras, et donc qui contiennent, je ne sais plus combien de personnes, les agoras ? 3500. 3500 personnes, voilà. Donc par exemple, si on prend comme un exemple concret la ville de Besançon, il n'y a pas beaucoup de salles à Besançon qui peuvent contenir 3500 personnes, je crois même qu'il n'y en a aucune, peut-être une. Et là, comme il en faut beaucoup, puisque j'avais calculé plus ou moins qu'il fallait au moins construire pour la France 20 000. Alors ça fera pour le coup, ça fait de la croissance et une empreinte écologique forte. Et ça va poser un problème. En été, on peut se mettre dehors, mais avec un micro, mais en hiver, c'est compliqué. Voilà, alors ça c'est une question assez technique. Alors déjà les chiffres, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça, c'est ça, mais il faut les recalculer. Quand j'ai dit 3500, en fait c'est 500. Des salles de capacité de 500 personnes, parce qu'on a des agoras qui fonctionnent en 3-8, 7 jours sur 7. Et il y a 3 séances possibles par citoyen par semaine. C'est pour ça chaque agora gère 3500 citoyens, mais elle a une capacité que de 500. Bon. Alors justement... Donc du coup, c'est plus le chiffre que tu viens de citer. Du coup, c'est moi, parce que là, je faisais de mémoire. D'ailleurs, les chiffres sont cités 100 agora par département. C'est suffisant, pour le coup. 100 agora par 100 départements, ça fait 170 000. Hein, 10 000 par 3500, ça fait bien 35 millions. Bon, on est dans les ordres de grandeur. Bon, 100 agora par département, bon, voilà l'idée. Alors, les salles, on ne construit pas de salles. C'est des salles, capacité de 500 personnes, on réaffecte toutes les mairies. Toutes les mairies sont réaffectées en agora. Mais 500 personnes, tu vois ce que c'est? C'est un grand amphithéâtre. À la Besançon, il n'y en a qu'un. Un ou deux. Oui, mais bon, on réaffecte les mairies, on abat les cloisons. Bon, là, on entend... C'est pas un problème, c'est un problème juste de coût, il faut juste investir un peu d'argent. Oui, alors ça, on l'a chiffré aussi. On a chiffré aussi, c'est-à-dire on a chiffré... on ne construit pas l'agora, on réaffecte les mairies. Les mairies, il faut des salles de 500 personnes. On abat les cloisons et tout. Bon.
100 mairies par département, c'est sans problème. Bon. Et on a calculé, alors ça c'est aussi dans un des comptes rendus, on a calculé combien coûtent les élections. Hein, alors élections sénatoriales, départementales, monumentales. C'est un investissement qui est vraiment chiffré en centaines de millions, mais négligeable. C'est vrai que c'était assez difficile de modifier justement les grandes lois parce qu'il fallait, je ne sais plus quel est le critère, mais un certain nombre de personnes présentes pour modifier, comme la constitution actuelle. C'est quand même pas facile. Alors, le dispositif qu'on propose, hein, et il y a un certain nombre de barrières, effectivement. On ne va peut-être pas entrer dans le détail, mais prendre les idées forces. La loi sera plus difficile à modifier avec notre système qu'elle est actuellement. Ça, c'est clair. Ce sera plus difficile parce que le parcours est plus long, et puis qu'il faut une majorité plus importante. Une majorité que nous, on trouve normale, c'est-à-dire la moitié des... Non, alors qu'aujourd'hui, les lois... Alors, bon, je vous demande de bien redire ces chiffres qui sont simples. Aujourd'hui, on a 140 000 lois. Alors la loi, ça s'appelle loi, règlement, arrêté, décret, etc. C'est de la loi. Ces lois sont réparties dans 74 codes juridiques. Hein, code civil, code pénal, code des impôts, etc. Et 10% seulement de ces lois sont votées par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est 577 personnes. Bon. Et les 90 autres pourcents sont décrétés par des fonctionnaires. Un petit bémol pour les maires, qui sont quand même un petit peu élus, mais qui vont prendre des arrêtés dans le cas d'une minorité vraiment très minoritaire. Donc, aujourd'hui, rien de plus facile que de modifier une loi. Je répète, rien de plus facile que de modifier une loi. Je sais qu'un préfet ponde quelque chose, avec l'accord de ses supérieurs, qu'un ministre, voilà, et que l'Assemblée nationale se réunisse la nuit, comme ça, de temps trop mouvement, et vote. Alors, mais du coup, il y a un paradoxe, parce que d'un côté, vous voulez que la loi soit difficile à modifier, en même temps, là, dans l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'elle soit adoptée sans amendement. Donc ça veut dire que là, les citoyens seraient prêts à l'adopter sans la demander par référendum, oui, non, et après, ça serait très difficile à modifier. Donc s'il y a des éléments qui dérangent certains citoyens, bah, de fait, ils vont répondre non. Alors, encore une fois, la loi, dans notre système, il ne faut pas dire que la loi est difficile à modifier. Non mais, les mots sont importants. La loi n'est pas difficile à modifier, elle est plus difficile à modifier que maintenant, mais elle est, pour nous, modifiable de façon saine, de façon logique. Elle est modifiable par la majorité. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, tu dis pas d'amendement possible. Non, il faut rectifier. Nous disons simplement que cette constitution et ces 4 codes juridiques que nous mettons au suffrage universel ne vont pas être discutés. Bon, ils seront discutés sans doute pendant les 5 années qui vont se dérouler entre 2017 et 2022. Si ça a eu un certain écho, on va en parler. Hein, et les gens ils se positionneront par rapport... Bon, est-ce qu'en fonction de ça, ce programme sera modifié lorsqu'il sera représenté en 2022? On verra. Toujours est-il que l'idée, c'est un canevas qui rend le pouvoir législatif, qui donne le pouvoir législatif au peuple, mais pas qui rend parce que le peuple n'a jamais eu. Il aurait dû l'avoir en 1789, et Sieyès, qui est le père de la Constitution, l'a très bien dit dans son discours de septembre 1789, en disant, bon, normalement on a fait la révolution, ça devrait être gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, donc c'est le peuple qui fasse ses lois. Mais, bon, je regarde, et je vois un peuple qui n'est assez instruit et qui n'a pas le temps de le faire. Donc, on ne va pas faire la démocratie, on va faire quelque chose qui s'appelle la démocratie représentative. Voilà, mais je vous le dis, il l'a dit, je vous le dis, ça n'est pas la démocratie.
C'est la démocratie représentative. Bon, aujourd'hui, on peut supposer que 300 ans plus tard, les gens sont devenus adultes, ils sont plus visibles avec la lorgnette de M. Seyès en 1789 et qui sont capables de faire les lois. On part de cette idée. Bon. Donc, on leur donne le dispositif qui normalement était prévu en 1789 et avec ça, bon, ils vont pouvoir faire les lois. Alors, je réponds à ta question, les imaginer, les débattre en agora, les amender, et puis les voter ou pas les voter. Et alors du coup, il y a un élément aussi qui me semblait comment dire, étonnant, c'est donc toute la fin du document, en tout cas celui qui était disponible sur Internet, on voit que les anciens codes juridiques, comme par exemple le code de la consommation, sont, pour la plupart, ils sont supprimés. Bon, pourquoi pas? Simplement, c'est que moi j'aurais tendance à dire, avant de les supprimer, il faudrait d'abord les réécrire. Parce que c'est quand même utile. Par exemple, je sais pas, le code du harcèlement moral il est supprimé, donc si c'est un peu dommage de supprimer certains éléments de la loi quand elles sont utiles. Pour nous, la loi est pyramidale. C'est-à-dire que la loi, elle commence par la Constitution, il y a les principes, des grands principes. Et on aurait pu d'ailleurs, certains de nos sympathisants nous le demandent, on aurait pu se limiter à la Constitution en disant il ne faut pas de code juridique. C'est-à-dire qu'on a des principes, et ensuite la loi ne fait qu'appliquer les principes. De ce point de vue-là, les codes juridiques sont, on va dire, redondants avec la Constitution, mais on les a écrits quand même. Le code juridique, c'est par exemple le code de la consommation. Comment? Le code juridique, c'est par exemple le code de la consommation. Oui, c'est... Non, ce que je veux dire, c'est que nos 4 codes juridiques, parce qu'on a réécrit 4 codes qui remplacent les 74 autres. Alors, par exemple les 4 codes, c'est le code civil, le code pénal, le code de la démocratie directe, le code de l'éthique et de la recherche de la condition pour ce qui est par exemple du code de la consommation, vous n'avez pas réécrit tous les articles. Non, mais le code de la consommation, il n'existe plus. Mais alors du coup, aujourd'hui, si le code il existe, il répond à des besoins spécifiques qu'il faudra du coup recréer à un moment donné. Non, on va pas faire un débat sur le code de la consommation. Nous simplifions la situation en disant il y a une loi générale. Bon, est-ce qu'on applique la loi générale ou pas? Bon, le code de la consommation, c'est des choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire, ça on a le droit de le faire, ça on n'a pas le droit de le faire. Dans notre dispositif, il y a très peu de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Hein? Bon, les seules choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est ce qui crée une nuisance objectivement mesurable. Bon, après, il y a des espaces, on revient dans son espace, il y a des espaces dans lesquels il y a des règlements intérieurs, fédéralisme, on y vient. Bon. Et donc, la notion de code général de consommation n'a aucun sens. Il s'agit de savoir si on respecte le code de consommation. Lorsque je produis une pomme de terre, je parle de choses que je connais, est-ce que je suis en conformité avec le code de la consommation ou pas? Est-ce que je suis en conformité avec la loi générale contre la nuisance objective? Je suis dans mon espace privé. Bon, donc je peux produire la pomme de terre que je veux, etc. Après, si je vais dans un espace public optionnel, par exemple pour vendre ma pomme de terre, bon, je vais tenir compte de la loi générale contre la nuisance objective et puis du règlement intérieur qu'il va y avoir dans cet espace optionnel. Donne-nous un exemple d'espace optionnel. Un exemple d'espace optionnel. Alors, un musée, un espace public optionnel. Donc c'est quelque chose qui appartient à la collectivité, un musée, un stade, si tant est qu'il appartient à la collectivité. Tout espace qui appartient. Alors un marché, par exemple. En l'occurrence, pour prendre l'exemple de la pomme de terre, c'était un espace optionnel lié. Alors, si on a un marché.
si je vends ma pomme de terre, c'est bien de partir d'exemples concrets, si je vends ma pomme de terre dans la boutique de Thierry Brugvin, bon, je suis soumis à deux types de corpus législatif. Je suis soumis à la loi générale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je crée une nuisance objectivement mesurable. Et ensuite, il ne faut pas que je contrevienne au règlement intérieur que Thierry Brugvin a établi dans sa boutique. Bon. Si je vais vendre ma pomme de terre dans l'espace public naturel, bon, là, ça suppose que on n'est pas entré dans tous les détails, on n'a quand même pas fait une simulation, je dirais, au millimètre et millimètre. Supposons qu'il soit autorisé dans l'espace naturel, parce que dans l'espace naturel, on se déplace. Notre idée, c'est déplacement. Bon, il n'est pas dit qu'on puisse faire du commerce. Bon, supposons qu'on puisse faire du commerce dans l'espace naturel. Et ça, c'est quelque chose à écrire quelque part dans le code civil, puisque pour nous, le code essentiel, c'est le code civil. Puisque tout est civil. Du coup, l'activité économique est civile. Eh bien, je serais uniquement contraint à ne pas créer de nuisance objectivement mesurable. Si je vais sous un marché, dans un abri couvert, disons propriété de la collectivité, mais optionnel. Alors, espace public optionnel, un marché. Hein, bon, je me conformerai au règlement intérieur. Et si là, l'espace public local dit qu'on ne veut pas de pommes de terre roses, bon, eh ben, je ne pourrais pas enlever de pommes de terre roses. Alors, concernant la relation entre l'État, la législation et autres, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est votre vision des choses en fait pour diminuer justement en rapport avec le pouvoir législatif? Quels sont les éléments liés à ça? Les relations entre le pouvoir législatif et État, tu disais que tu voulais donc limiter le pouvoir législatif de l'État, c'est ça? Ah ben, c'est pas limité. On déleste totalement l'État du pouvoir législatif. L'État, pour savoir ce que c'est que l'État, pour nous l'État, c'est la gestion par une équipe élue d'un certain nombre, enfin, de l'ensemble du service public, comprenant le fameux secteur marchand et le secteur gratuit. Bon. C'est tout ce que fait l'État. Pour ce qui concerne l'élaboration des lois, la modification, la création de lois nouvelles, ou les modifications de la Constitution, c'est du ressort du peuple, de l'initiative même du peuple. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a soi-disant la séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais c'est une séparation du pouvoir qui est totalement... c'est de la poudre aux yeux, dans la mesure où l'initiative des lois, c'est l'exécutif qui les a. C'est l'exécutif qui les a. L'initiative des lois, ça vient du gouvernement, essentiellement, pour les grandes lois, et ensuite, pour les lois plus petites, enfin, bon, ça va être le corps préfectoral ou les arrêtés municipaux. Donc, aujourd'hui, c'est l'exécutif qui fait la loi. Or, l'exécutif, comme son nom l'indique, c'est un secteur qui exécute. Donc, notre grande idée, c'est que la loi est faite par le peuple sait ce dont il a besoin, et ensuite, le peuple mandate des gens pour exécuter la loi. Donc, le problème l'argument classique du pouvoir exécutif, pourquoi est-ce qu'il fait des lois et il fait des décrets, d'ailleurs comme tu disais, c'est peut-être ça 90%, ce serait, si ce que tu dis c'est exact, effectivement c'est assez impressionnant, que ça soit si important, 90% des lois. Mais en tout cas, voilà, l'argument souvent qui est mis en avant, c'est de dire, il y a une urgence, par exemple, bon, je sais pas, c'est pas un bon exemple, parce que c'est pas forcément quelque chose d'urgent, mais en tout cas pour certains, je sais qu'il y a eu des arrêtés, par exemple, sur, je prends un exemple, interdiction de, je prends des exemples pas trop polémiques, voilà, on va pas prendre je vais pas prendre d'exemple, j'ai pas d'exemple pas polémique. En tout cas, un exemple un peu limité, anodin, mais urgent, et du coup, il faut faire une loi, et donc plutôt que de faire passer par le Parlement, ça prend au minimum 18 mois, ou de faire un référendum, là c'est une initiative populaire, enfin un référendum tout court qui est assez long à mettre en œuvre, bah, ils font des décrets.
sur des petites choses du quotidien, par exemple gérer la circulation, la voirie, mais il faut une décision, donc ils prennent un décret. Par exemple, gérer, sur un sujet que je suis en ce moment, c'est une microcentrale qui est gérée à Besançon, plutôt que de demander est-ce que tous les citoyens participent à la question, bah, eux ils la règlent avec les personnes concernées, donc ça fait une dizaine de personnes et ça avance. Et ça paraît un peu du bon sens. Oui, alors, bon, d'abord je te remercie de me poser cette question. On est vraiment au cœur du problème. Et ça dépend encore de ce qu'on appelle loi. Bon. J'ai parlé tout à l'heure des règlements intérieurs. Il ne faut pas confondre loi générale et les règlements intérieurs. Dans notre système, l'immense majorité des réglementations seront contenues dans les règlements intérieurs spécifiques des espaces. Pour ce qui concerne la loi plus générale, tu dis, il y a souvent urgence. Moi, je ne dis pas ça. Je dis, il y a un lobby il y a un lobby catégoriel qui, à un certain moment, pour mieux travailler son activité, pour faire plus d'argent ou pour éliminer une gêne, demande à ce qu'on fasse une loi. C'est comme ça que ça se passe. D'où vient l'initiative de la loi? Lorsque un ministre dit, tiens, il faudrait pondre telle loi, d'où est-ce qu'il sort cette idée? Il ne sort pas cette idée de réflexion de son cabinet, il sort cette idée d'un lobby qui est venu le voir, qui, pour faire mieux marcher son activité, fait pression pour que la loi soit votée. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Je suis d'accord. Simplement, c'est que si donc dans votre système vous remplacez, pour aujourd'hui, enfin d'ailleurs ça ne s'appelle pas loi, mais il y a ordonnance, arrêté, etc. En tout cas là, si vous dites encore les lois générales, donc les lois qui sont liées à la Constitution, ne changent pas facilement, c'est un peu logique. Et du coup, elles seront mises en œuvre, ce ne sera plus des lois, par exemple, je disais, un arrêté pour gérer une microcentrale, ça sera du coup, dans le cadre du règlement intérieur, lié à l'espace, en l'occurrence des eaux, enfin des eaux ou des fleuves, donc l'espace fleuve. L'espace public naturel. L'espace public naturel. Par contre, ça signifie donc que ce mécanisme lobbying lié à, en l'occurrence c'est ce qui se passe, l'arrêté il est sous pression d'un propriétaire de la microcentrale là, sur Besançon, et donc cet arrêté qui sera mis en œuvre, bah, du coup il y aura toujours un lobbying dans le cadre des règlements, ça ne va pas changer grand chose. Oui, enfin, bon, là on est vraiment dans de la prospective, dans la simulation, on simule la simulation sur de la simulation. Je ne sais pas si on ne va pas un petit peu loin. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ton raisonnement, c'est d'ailleurs le principal, la problématique à laquelle on est confronté, ton raisonnement, tu prends une de nos mesures et tu la mets dans le système d'aujourd'hui et tu dis, regardez, si on fait ça, voilà ce qui va se passer. Non, nous modifions tout autour. Donc il y a un rapport à l'argent qui n'est plus le même, il y a un rapport à l'entreprise qui n'est plus le même, on n'a plus les grosses sociétés capitalistes, donc on n'a plus le même genre de lobbying. Qu'est-ce que c'est que le lobbying dans une société où on n'a que du small business, on n'a que des entreprises personnelles ou des groupements ou des associations libres de producteurs? Bon, c'est un lobbying. Le lobbying va s'exprimer, à mon avis, mathématiquement, il n'a plus de possibilité de fonctionner de cette façon. On va avoir peut-être sans doute un lobbying d'idées au sein des agoras. C'est là que tout va se passer. Et donc, mais étant donné que ce sera réparti, bon, là on va, me semble-t-il, un petit peu loin dans la simulation. Ce qui nous a paru important, nous, c'est de poser des grands principes qui étaient cohérents entre eux et qui nous paraissaient sains et justes et équitables. Hein, et ça donne autre chose, ça donne une autre configuration. Il est certain que si on, encore une fois, si on prend un élément et qu'on l'immerge dans le dispositif actuel, on va dire que ça ne marche pas. Oui, forcément ça ne marche pas.